Bon ouais, professeur Jean Daudin, merci d'être là pour cette masterclass. Donc vous êtes professeur de psychiatrie à Marseille, également philosophe, particulièrement dans le champ de la phénoménologie psychiatrique. Et puis vous venez de publier cet ouvrage aux éditions Encre Marine, La salive, Don Quichotte, le chien, le nuage, mais également avec ce sous-titre, quelques autres petits paquets de philosophie clinique et appliquée. Dans cet ouvrage, en fait, en plus d'être professeur de psychiatrie et philosophe, vous faites un peu œuvre de poète. Et on peut se demander du coup, mais comment on en vient à être psychiatre et à décider d'écrire de la poésie, enfin, ce que je considère comme être un peu de la poésie. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai décidé de devenir psychiatre. Et donc, c'est difficile de dire. Il y a le public là-bas. C'est difficile de dire quand est-ce que ça a commencé. Mais à dire vrai, pour moi, ça a un peu commencé en fait, avec un certain amour pour le rock et le fait que dans le rock, il y avait quelque chose qui était centré au fond sur l'anomalie ou sur le trouble ou sur la bizarrerie ou sur quelque chose qui heurtait en fait le sens commun. Et après avoir fait un petit peu de musique, en fait, je me suis intéressé un peu à la philosophie, mais comme un ado, quoi. Donc j'ai lu quelques textes, et puis après, j'ai décidé de devenir médecin, d'une façon très conforme, d'ailleurs certainement comme mon père, mais aussi avec l'idée que j'allais faire de la philosophie, de la psychiatrie en même temps, ou de la, ou de la philosophie, ou de la poésie, ou de l'écriture. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et puis, par une chance extraordinaire après, à 23 ans, en fait, j'ai rencontré un prof de médecine qui était psychiatre et philosophe, de Tatosian, donc à Marseille, en fait. Et puis ça m'a plus quitté. Longtemps, longtemps, j'ai été fasciné par certaines choses dans la médecine, en particulier l'anatomie. Donc, il y a pour moi toujours des liens entre la biologie, malgré les apparences. Je ne pense pas que je passe pour un psychiatre biologiste, mais un intérêt pour la biologie, pour l'anatomie, la structure que ça donne à la pensée et une forme de pensée philosophique un peu décalée de la différence. Oui, on va y venir sur les textes. Effectivement, il y a beaucoup de physiologie, de visqueux, de membrane, de salive dans ce livre aussi. C'est de la poésie très charnelle, en fait, d'une certaine façon. Oui. Alors là, l'idée, c'est que, au fond, je me suis questionné très tôt en fait, j'ai eu envie d'écrire une sorte d'œuvre philosophique en psychiatrie. Et très tôt, je me suis demandé comment on pourrait encore faire des grands cas cliniques, comme faisaient les Daseinsanalystes des années 40, 50 ou 60, si on pouvait faire des analyses existentielles d'un cas, ainsi de suite. Évidemment non. Et évidemment qu'on ne pouvait pas faire de grandes œuvres avec une perspective unitaire et synthétique, etc. C'était évident qu'il fallait s'intéresser aux détails et à l'anomalie ou à des micro-expériences, donc faire une micro-phénoménologie. Et donc c'était dans les années 80, ça. Et en fait, en 82, j'ai rencontré un homme qui était classé parmi les schizophrènes, en fait, et qui écrivait lui-même en se pensant philosophe. Il était philosophe, on dirait. Et en fait, il a passé son temps à essayer de comprendre en quoi sa pensée était précurseur par rapport à l'œuvre de grands philosophes, comme Kant, Hegel. Et en fait, le fait qu'il soit hors du temps, pour moi, était quelque chose d'absolument fascinant. Et cet homme que j'ai pas quitté, je veux dire que je l'ai vu la dernière fois 2 ou 3 jours avant sa mort, à 103 ans dans mon service, il y a 4 ou 5 ans, en fait, il est mort du Covid.
Et cet homme, Serge, en fait, écrivait par petits paquets. En fait, il se baladait avec des paquets de notes, écrites, ainsi de suite, et il attendait du psychiatre qu'il soit une sorte de compagnon collaborateur, qui allait se faire son secrétaire. Alors je sais bien que Lacan dit se faire le secrétaire de l'aliéné, mais c'était pas ça, c'était pas du tout du Lacan. C'était simplement que ce patient, il avait une pensée phénoménologique, par essence. Voilà. Et donc on a commencé à fraterniser d'une certaine façon. Je me suis attelé j'ai commencé à transporter ces petits paquets, puis à écrire là-dessus. J'ai écrit ma thèse de médecine là-dessus, qui est une thèse de philo en fait. Et puis ça a continué sur ce thème de l'altérité. Pour des raisons biographiques un peu personnelles, je pense que, enfin, pas qu'un peu personnelles, biographiques. Le thème de l'altérité, ça m'a questionné depuis toujours. Et qu'est-ce que c'est autrui? C'est toujours une question pour moi. Voilà. Et donc la prendre par l'écriture sur les détails, sur le singulier, oui. Et donc reprendre effectivement le sous-titre est vraiment ça, c'est écrire par petits paquets. Alors les différentes personnes qui ont pu travailler avec toi, que ce soit moi, tu dis, on a compris, je pense a posteriori que les textes qu'on voyait apparaître sur nos groupes WhatsApp ou sur mail étaient en fait certains de ce petit paquet. On se doutait pas que ça allait faire une œuvre. Et en fait quand on a reçu cette œuvre, on a été surpris par le fait que ces petits paquets formaient un tout assez, alors je vais pas dire cohérent, mais quelque chose qui tissait quelque chose en tout cas. Quelque chose qui se tissait et qui rendait la chose extrêmement lisible. On rentre dans cet ouvrage de manière sensible et touchante. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette écriture en petits paquets par rapport au thème que tu vas chercher, cette altérité et autrui? Pourquoi ces petits paquets alors? Dans le livre, en fait, il y a deux textes qui évoquent l'un concerne l'écriture par paquet et l'autre concerne le fait de compter pour écrire. Avec une écriture très oulipoulienne où les écritures sont comptés. Des petits paquets comptés. Oui, oui, c'est tout à fait l'Oulipo qui a été repris par le Goncourt qui a écrit l'Anomalie, etc. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. C'est quelque chose qui deux articles là-dessus. Et ces articles sont nés à un moment où effectivement je correspondais avec vous, parce que j'avais commencé à écrire un article pour Frontiers, que je voulais être écrit en anglais. Tudy me l'avait recadré d'une certaine façon beaucoup plus adaptée. Il serait passé si Tudy l'avait réécrit vraiment, si j'avais accepté. Puis toi, je t'en ai envoyé aussi. En fait, je vous en ai envoyé un petit peu tous parce que je comptais écrire cet article d'une façon collective. Mais bien entendu, comme autrui pour moi c'est une question, j'ai fini l'article tout seul. Et en fait, dans cet article, il y a une tentative, comme dans tout ce que j'écris, de faire passer le style de la phénoménologie dans le style d'écriture. Et donc quelque chose qui est de l'ordre de la réduction dans le style d'écriture lui-même, comme une écriture réductrice. Réduction en termes phénoménologiques d'époqués. Et donc, considérer que cette écriture dans un style d'époqué, qui est d'ailleurs marqué par l'époque, quelque part, c'est écrire en réduisant et en essayant de garder l'essentiel des mots, par exemple, ou bien l'essentiel d'une idée, une idée par paragraphe. Ce sont les consignes qui nous sont données par l'écriture scientifique aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous dit, attention, une idée par article, et vous la déclinez dans l'introduction, vous dites la même chose ensuite, et puis vous faites un résumé de 500 mots. Donc, j'ai passé 20 ans, parce que pour pouvoir devenir universitaire, il fallait que j'ai des trucs écrits en anglais, j'ai passé 20 ans à compter les mots en anglais et à enlever les inutiles, parce qu'en anglais, il y a beaucoup de mots inutiles, semble-t-il. Et donc, et arrivé à 499. Et à un certain moment, j'ai essayé d'arriver qu'à des chiffres qui correspondaient à des nombres premiers. Et c'est là où je suis entré dans la découverte de l'écriture de l'Oulipo d'une certaine façon, parce que, très rapidement, parce qu'en fait, écrire par paquet, écrire en comptant,
ça permet de réduire tout ce qui est inutile et de cibler un petit peu plus, quelque part, l'eidos de ce que l'on voudrait vraiment écrire. Et je me suis aperçu que c'était en fait un système d'écriture qui valait pour les PowerPoint, qui valait dans l'écriture par bit, qui valait dans l'écriture en fait telle qu'elle allait être transformée par l'intelligence artificielle, et qu'il y avait donc une sorte d'avenir à penser qu'on pouvait écrire en comptant. Puis je me suis aperçu que tout le monde ne faisait pas ça. Et que certains le faisaient, ils l'avaient fait depuis toujours. Et je me suis aperçu que c'est vrai que beaucoup d'obsessionnels travaillent comme ça. Mais ce n'est pas un signe d'obsessionnalité. C'est plutôt un signe de dégénérescence. Zola, qui pensait qu'il était dans l'exemple même de la dégénérescence, il comptait tout par 3, il additionnait tout par 3, il divisait par 3, etc. Et ben, là, c'est pareil. Donc le système fonctionne. Après, comme ça a commencé à m'intéresser, j'ai trouvé, après je vais arrêter, j'ai trouvé un article scientifique sur les huiles essentielles et les acides oulibaniques. Et cet article était passionnant parce qu'en fait, il était vraiment très scientifique. En fait, il n'avait aucun sens, si ce n'est de travailler pour une usine de parfumerie et dégager l'intérêt des acides oulibaniques, donc ceux qu'on trouve dans l'encens. Mais ce qui m'avait intéressé, c'est que cet article, comme argument, et comme pour lui réinsuffler un petit peu de métaphysique et d'esprit, avait calculé le nombre de fois où le mot encens était prononcé dans la Bible. Et c'était très peu significatif, parce que dans la Bible, on ne parle que de 12 fois d'encens. Et donc, c'est intéressant, parce que c'était une méthode mathématique. Voilà. Donc j'ai fait ça, et j'ai commencé à écrire ces articles-là comme ça. Je comprends le lien entre l'écriture par paquet, qui permet de réduire et de faire cette activité phénoménologique, de toucher à l'essence des choses, par rapport à cette question d'autrui. Peut-être qu'on peut lire un passage, parce que qui lit à la fois les paquets et autrui, il y a tout un passage sur le chien, cette altérité, et ton chien, du coup. J'ai eu un chien. Ouais. Qui s'appelait comment? Le chien? Ouais. Le premier chien était un chien de mon père, en fait. Donc il s'appelait Epax, parce que c'était l'année des haches. Ouais. Et Epax, c'était le nom d'un produit pour le foie. D'accord. Et le deuxième? Le deuxième s'est appelé Mescaline. C'était une époque où j'étais un petit peu baba. D'accord, donc il y a un chien. Et il y en a eu un troisième alors? Il s'appelait Praya, parce qu'à ce moment-là, c'était le chien de la famille, c'était le chien de mes filles. D'accord. Et on allait souvent n'importe où. Donc ce chien, on peut lire un passage? J'ai eu aussi un chien qui s'appelait Lémi. Lémi, c'était extrait d'une série télévisée, il n'y avait qu'une chaîne, jouait Eddie Constantine. C'était en fait un mauvais héros de bande policière, etc. Et Lémi Cochon était le détective. Cochon, attention, etc. Et mon chien s'appelait Lémi. Donc plusieurs compagnons chiens t'as succédé, mais ce que tu dis du chien, qu'adviendra-t-il si dans ce texte je remplaçais le mot chien par le mot homme? C'est pour ainsi dire là déjà fait, ou femme ou enfant. Quel paragraphe devrait être modifié pour ne trahir personne? Quel sens cela aurait-il si c'était vrai pour tous les paragraphes? Tout chien par sa présence même, médiate et immédiate, dans l'ambiance qu'il contribue à créer, incarne pour l'homme qui philosophe un ego transcendantal. Comme le loup blanc, il est connu que Husserl bute dans la 5e méditation cartésienne sur le problème de l'autrui. Malentendu transcendantal fertile. L'indifférence des uns face à l'abandon des autres tend à aplanir le monde, à ne plus jamais autoriser à avoir des préférences ou des désirs personnels. Tout chien reconnaît, par son expérience propre de l'indifférence, celui qui est, sans y croire nécessairement, vraiment un maître. La filiation n'est pas un simple pédigré, c'est un processus qui institue l'ordre de succession des vécus depuis leur origine jusqu'à leur déploiement à l'horizon de l'être. Elle préfigure dans l'œuvre une direction de sens, comme la trame autour de laquelle se tissent les fils du présent. Donc j'ai pris ce passage parce que je trouve qu'il lit ce que tu disais, les paquets, mais également le fait de toucher par une écriture qui est quand même à la fois poétique mais également très philosophique, les choses que tu recherches. Oui. Je dirais un travail en cours, quoi. Oui, c'est tout le temps un travail en cours. Et en fait, c'est tout le temps un travail en cours sur l'autrui. En fait, sur la question de l'autrui et de l'autre. Comme la racine, quelque part à laquelle il faut tout le temps, toujours déjà revenir, comme la racine profonde du sujet.
et où en fait, comme si c'était une condition préalable, presque. L'existence d'autrui est comme une condition préalable. Et il y a tout un questionnement, à la fois chez les Grecs, au Japon en particulier aussi, dans la philosophie phénoménologique, dans la critique déridienne de la phénoménologie heideggerienne et husserlienne. Chez Binswanger, il y a en fait un tournant, le moment où une œuvre de philosophie s'intéresse à la question de l'autrui, elle bascule. Il y a un tournant. Et ce tournant, il est un tournant transcendantal. Par exemple, si on regarde dans l'histoire de la phénoménologie récente, tous les tournants qui ont eu lieu depuis 1927, on s'aperçoit qu'en fait, à chaque fois, cette question de l'autre a été fondamentale et a orienté soit vers la question des valeurs, soit vers la question de la transcendance, soit un tournant ontologique, un tournant transcendantal, un tournant mystique, un tournant éthique. Je veux dire que de Buber à Lévinas, il y a cette question qui porte la phénoménologie, qui est en fait la question qui est posée dans la méditation, dans la 5e des méditations cartésiennes, qui est centrale et qui est comment je peux rencontrer autrui et être dans l'évidence pure que c'est un autre soi. Question Que cet autre soi, hein, et que porte la psychiatrie, du coup. que porte la psychiatrie tout le temps. C'est la question de la psychiatrie. Et donc la question de la psychiatrie, l'existence même de la psychiatrie, l'existence des diagnostics psychiatriques, la construction des diagnostics psychiatriques, elle est toujours en relation avec cette question de l'autrui, dans la mesure, au fond, où cette question de l'autrui est préalable à la constitution du temps. Et donc c'est dans ce lien de la constitution du temps et de l'autrui qu'il y a quelque chose de premier, d'originaire, qu'il faut essayer de penser. Pour revenir à ce qui a été développé aujourd'hui, c'est ce qu'a dit Sarah Troubet, c'est aussi ce qu'Isabelle et... J'ai oublié votre prénom, en fait, je cherche la personne, elle se reconnaîtra. Voilà. J'ai oublié le prénom. Et donc on développait après, à propos de l'institution, et à propos de Deligny. D'ailleurs, le schéma fait par Deligny me rappelle un petit peu des schémas que je fais pour rendre compte, quelque part, de la question du temps à l'origine. C'est quelque chose qui fertilise, quelque part, la question du temps. Et donc, cette question de l'autrui, donc, de la génération, de la filiation, du gène, de la généalogie, de la genèse. Je veux dire, vous trouvez tout le temps la racine grecque géno, et qui signifie la naissance, donner naissance. Et donc, cette histoire de la phénoménologie, comme se retrouver à la naissance de la chose, quelque part, on retourne vers la chose elle-même, mais elle nous donne naissance, mais ça donne à penser pour toute une vie. Et ça donne à penser pour toute une vie, aussi bien en tant qu'artiste, je sais pas, moi, il m'arrive de peindre aussi, ou en tant que de jouer de la musique, ou d'écrire, ou de faire de la philosophie, ou de faire des interprétations dans la psychothérapie. Tout ça, ça a la même racine. Ça a une même racine de comment peut-on donner naissance à la fois, bien d'une certaine façon, sur le même mode, à un symptôme, à une répétition, à quelque chose qui restitue une histoire, à une généalogie, etc. À chaque fois, c'est cette question de l'origine et du donner naissance. D'ailleurs, sur ces dessins que tu fais, parce qu'effectivement, dans ton ouvrage, il y a aussi des illustrations. Il y a beaucoup de dessins qui semblent accompagner ton travail d'écriture, qui accompagnent. Il y a une table des matières des dessins. Et sur cette question de l'origine, j'ai été marqué, il y a 2 dessins. Il y en a un pour Iris et l'autre pour Hermine. C'est mes filles. Donc, de travailler aussi avec le lien de la naissance. Pourtant, ils ont été placés. Est-ce qu'ils ont été placés à des endroits? J'ai pas réussi à savoir s'ils ont été placés à des endroits spécifiques dans
dans, dans l'œuvre. Je n'ai rien à dire là-dessus. D'accord. Alors, il y a la question des temps, de la naissance. Il y a aussi la question de l'espace et des mondes. Parce que il y a ce travail qui est complexe en phénoménologie entre la temporalité et les mondes partagés. Et il y a un passage du coup sur Don Quichotte et sur les enchanteurs. Et je vais peut-être lire ce passage si tu es d'accord. L'hypothèse de l'enchanteur et du simulacre. L'existence des géants et celle des moulins sont logiquement incompatibles. Tout au moins, jusqu'à ce que Don Quichotte émette l'hypothèse de la transformation subite des géants en moulins sous l'action d'un enchanteur n'ayant d'autre intention que de lui nuire. Loin de se concentrer, la description figée de chaque type de réalité et de renforcer ainsi le constat de leur incompatibilité, Schultz, donc le phénoménologue auquel tu fais référence, va insister sur leur intrication possible via des enclaves, des objets délirants, y compris certains autres, qui, comme les enchanteurs, loin d'être de simples simulacres, sont des acteurs supposés pouvoir modifier la réalité. Si dans une première rencontre frontale, elles sont perçues comme globalement incompatibles, la logique du délire et la logique de la vie quotidienne en viennent parfois, après une fréquentation plus assidue, à se réconcilier partiellement, s'enclaver l'une dans l'autre, via les objets délirants. L'objet géant moulin, par exemple, ou l'objet armé plat à barbe sont des objets dont la fonction semble transitionnelle, pouvant être saisie à la fois dans le monde privé du délire et dans le monde partagé de la réalité primordiale. Donc en fait, il y a le fait de pouvoir rencontrer autrui, certes en tenant compte de ces couches temporelles dans lesquelles on est pris, mais également, et c'est ça qui est complexe à penser, comment de ces couches temporelles se construisent des mondes propres, mais également des mondes où il y a des interrelations, quoi. Oui, en fait, parmi les philosophes qui m'ont intéressé, parmi la pensée qui m'a intéressé dans ces 20 dernières années, il y a une pensée de la multiplicité, des multivers, des réalités multiples, donc particulièrement celle de Schutz, cette Schutz, qui est centrale là-dessus, parce qu'elle est un tournant, presque le tournant sociologique de la pensée phénoménologique, mais à la fois un tournant sociologique, peut-être même un tournant transcendantal. Et donc, il y a l'idée qu'il n'y a pas une réalité, il y a de multiples réalités. Ces multiples réalités, sur un plan narratif, par exemple, se manifestent par le fait qu'on n'est pas un dans notre tête. Je veux dire, on est multiple. On a plein d'expériences dans notre tête où on est à chaque fois différent. Et cette possibilité de la diversité dans le un, que Schutz rapporte comme une sorte de multiplicité de réalités, avec pour référence quelque part la réalité de travail. Alors je sais que c'est en relation par exemple avec les pensées de la psychothérapie institutionnelle aussi, cette idée que la réalité du travail est la réalité primordiale, dans laquelle la temporalité se construit d'une certaine façon, d'une façon génétique. Eh bien, l'imagination, par exemple, la réalité imaginaire, ou bien le rêve, la réalité onirique, ou bien le délire, la réalité délirante, elles sont caractérisées par une sorte d'expansion ou de dérivation de cette réalité primordiale, et elles ont un espace, un temps, une temporalité spécifique qui fait qu'on peut finalement sortir quelque part de notre enfermement en passant d'une réalité à une autre. Et donc, pour pouvoir soigner les gens, il faut les aider à passer d'une réalité à une autre. Et c'est ça le pouvoir, la fonction phorique, par exemple, dans sa transformation dans une fonction métaphorique. C'est l'idée de porter d'une réalité à une autre. Il y a un épisode dans Don Quichotte où on le transporte comme ça. Et puis on le fait descendre du navire, etc. Et puis tout est différent. Ben, c'est merveilleux. Mais qui est-ce qui fait ça? Celui qui fait ça, c'est celui qui est le compagnon. C'est donc Sancho Panza. Je veux dire que le psychiatre, le médiateur de santé, le psychologue, il n'est pas incarné dans Don Quichotte, il est incarné dans Sancho Panza. On était ensemble avec Tudy quand la première fois que j'ai fait cette conférence. Et en fait, ça a horrifié mes collègues phénoménologues. Pour quelle raison? Parce que merde, un psychiatre, quand même, il mérite d'être Don Quichotte. Ah. C'était humiliant d'être Sancho Panza. Alors c'est ça l'essentiel. Je veux dire que le psychiatre, il est Sancho Panza, pourquoi?
enfin, le psychiatre, le travailleur en psychiatrie, celui qui passe par là, eh bien, c'est un compagnon. C'est ce que Binswanger appelait un compagnon d'humanité. Mitmensch. Et en fait, cette idée d'un compagnon d'humanité, ça pénètre la pensée du dernier Binswanger. Il y a quelque chose sur quoi j'ai insisté en fait là-dedans, c'est qu'on trouve en fait dans la pensée binswangerienne quelque chose qui préfigure la pensée du nous, par exemple chez Deligny on a pensé le nous. Donc quelque part, on pense l'autrui d'une autre façon. Je veux dire, dans la pensée de l'être avec heideggerien, c'est fermé. Bon, je sais bien que le contexte peut faire penser à une dimension heideggerienne pure. Mais non, c'est pas là. Le problème, c'est dans le malentendu que la notion d'être avec et de souci ont généré sur la pensée psychiatrique de la Daseinsanalyse. Et donc Binswanger a réouvert, parce qu'il était psychanalyste aussi, à quelque chose d'une pensée du nous. Alors on a aussi écrit avec Caroline Gros la préface en fait de la future traduction qui sort en octobre des Grundformen. Et dans cet ouvrage, les Grundformen, en fait, l'écriture est à peu près contemporaine de la crise de Husserl. Et il y a des choses essentielles pour toute la suite. Pourquoi c'est pensé en 36 ? Pourquoi c'est pensé en 37, etc. C'est pas pour rien, c'est pour l'histoire. Et en fait, il y a quelque chose de générique là-dedans, c'est que l'on retrouve le contexte de l'histoire dans des moments dramatiques, dans la constitution, justement depuis l'autrui, de quelque chose qui peut espérer encore rester le soi. Et donc, cette idée de l'amour binswangerienne, du nous, elle porte ce que c'est que l'être propre du soi, dans le fait d'être avec l'un à la côté de l'autre, l'un à côté de l'autre, et de pouvoir constituer... alors, je ne sais pas si c'est un collectif, je crois que tout ça renvoie en fait à des questions. Parce que pour moi, elles ne sont pas du tout résolues par toutes les théories. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'était trop théorique. En fait, ça ne peut pas être résolu par l'apport de théorie. Ça peut être résolu par des questionnements pratiques sur des microcosmes, pratiquement, sur des micro-moments où le temps et le monde sont reliés. Et c'est l'analyse de ces micro-moments où le temps et le monde sont reliés qui est intéressante. Par exemple, l'histoire de la salive, c'est ça. L'histoire de la salive, je veux dire que quand on parle, on postillonne. Alors c'est une question qui s'est posée au moment du Covid, mais ça se posait bien avant le Covid. Et quand on parle, on postillonne parce qu'il y a quelque part, dans le mot qui est prononcé, encore une trace de la physicalité de la prononciation, donc de mon corps. Et cette trace de mon corps dans le mot, elle est dans l'origine de la parole. Si le mot peut circuler, c'est parce qu'il porte encore la trace de mon corps. Et parce que nous sommes dans une intercorporéité primordiale. Et c'est en ce sens qu'il y a énormément à écrire sur des micro-expériences. Je veux dire que l'expérience que fait Corentin dans la nausée de l'angoisse, elle est décrite justement par rapport à la salive. Si vous regardez tous les gens qui ont parlé de la salive, c'est incroyable en fait. On ne s'aperçoit pas que cette chose dont on ne parle jamais, plein de gens en ont parlé. Et plein de gens en ont parlé parce que la salive, ça enrobe le mot. C'est l'enveloppe du mot. Et c'est... Il y a un très beau passage du coup dans ton livre, effectivement, la salive est le premier nom enfin le premier mot du titre. Un très beau passage sur la salive, donc où tu reprends Sartre, Roquentin. J'existe, c'est doux, si lent et léger, on dirait que ça tient en l'air tout seul, ça remue. Ce sont des effleurements partout qui font des s'évanouissent. Tout doux, il y a oui, il y a de l'eau mousseuse dans ma bouche, je l'avale, elle glisse dans ma gorge, elle me caresse. Et la voilà qui renaît dans ma bouche. J'ai dans la bouche à perpétuité une petite mare d'eau blanchâtre, discrète, qui frôle ma langue. Et tu reprends ça pour dire, suspendons-nous comme le fait Sartre avec Roquentin,
à la chose même qui se tient dans la salive, comme la racine dans la terre, l'existence. Il y a dans le flux de la salive quelque chose d'intime qui par son rythme l'apparente au flux de l'existence. Et plus loin tu nous dis, la salive surgit passivement dans ma bouche comme dans une grotte, mais je peux tenter d'en réguler le flux. Il y a de longs moments dans la conscience où il n'y a pas de point de rupture franc entre l'activité et la passivité. Oui, absolument. On en a parlé d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais plus à quelle occasion, mais c'était quand toi tu parlais, quand tu dis tu parlais, mais il n'y a pas de rupture franche entre l'activité et la passivité. Et donc, en fait, la question de l'activité et de la passivité qui est posée dans certains symptômes psychiatriques, je pense à la catatonie par exemple, c'est évident, mais dans beaucoup de symptômes psychiatriques, y compris les effets secondaires des médicaments, bien, dans cette continuité, il y a quelque chose qui est l'essence même de l'intentionnalité. L'intentionnalité, ce n'est pas volontaire. C'est quelque chose donc, qui est un lien, quelque part, entre des choses qui sont discrètes. Donc l'intentionnalité, c'est plus dans la musique des mots, dans l'espace qui est entre. Et cet espace entre, il est ni actif ni passif, il n'est pas encore actif, il n'est pas encore passif. Et en fait, là, il y a quelque chose que les symptômes psychiatriques manifestent et que les psychiatres n'ont pas réussi à dominer. Parce que, par exemple, ça questionne. Quelqu'un a parlé aujourd'hui du théâtre des marionnettes de Kleist. Et bien, ça questionne la spontanéité de l'être. L'être paraît spontané tant qu'il est dans son corps entre cette passivité et cette activité. Donc, quand il est comme l'animal entre Dieu et l'automatisme. Donc, il y a quelque chose qui est l'essentiel de l'humanité et dans cette continuité entre l'activité et la passivité. Et je fais peut-être un pont inadapté, mais j'ai l'impression que tu vas chercher le concept ou l'image de l'enveloppe et de la membrane pour essayer de penser cet entre continuité et passivité. Oui. Alors, je vais revenir à une petite histoire, si tu veux. Oui. Parce que je pense qu'il faut que le temps doit être limité. Et donc, il vaut mieux le condenser dans une petite histoire. Cette question de l'activité et de la passivité, ça s'enracine dans une question première, qui est aussi celle comment dire, de l'origine, du lien qui existe entre la première origine et l'origine d'après, si on peut dire. C'est-à-dire dans l'our, dans l'arché. C'est ce qu'on va retrouver comme question chez des psychanalystes comme Bion, ou chez, en fait on a cité Bion plusieurs fois, ou chez les phénoménologues, ou chez Husserl en particulier, et ce que l'on retrouve aussi dans la déconstruction heideggerienne de la langue. Bien, cette question de la racine et de l'origine, elle nous renvoie quelque part, toujours déjà à un autre, y compris sur le plan de la biologie. Et donc, il y a quelque part, dans notre enracinement biologique, quelque chose à chercher de notre passé en tant qu'espèce, mais aussi de notre cohabitation avec d'autres espèces. Alors c'est dans ce sens, par exemple, que plus que de notre cohabitation, de notre interpénétration entre plusieurs espèces. Et c'est dans ce sens que, effectivement, j'ai lu le livre de Donna Haraway cette nuit, et en fait... Un livre manifeste pour les espèces compagnes, voilà. Effectivement, qui est très proche de ton écriture. Et elle dit dans l'introduction, elle dit dans ce manifeste, je souhaite donc raconter des histoires de relations au travers desquelles chacun des partenaires devient un être de chair et de sens. Donc chacun des compagnons en fait, comme tu disais. Des histoires sans queue ni tête. Alors j'ai vu dans l'introduction chez Flammarion de Vincent Desprez qu'en fait sans queue ni tête, c'est la traduction de Shaggy Dog Story. En fait, ça signifie plutôt des histoires avec plein de têtes, plein de queues, quoi. Qui vont suivre. Donc dans les histoires sans queue ni tête qui vont suivre, elle m'aide à imaginer des manières positives de vivre conjointement avec toutes les espèces avec lesquelles les êtres humains sont apparus dans cette planète à l'échelle du temps, du corps et de l'espace. Les descriptions offertes ici sont moins systématiques que singulières et indicatives, moins judicieuses que tendancieuses et reposent davantage sur des fondations contingentes que sur des prémices claires et distinctes. Ça pourrait être exactement... J'aurais aimé l'écrire. Voilà. Mais il y a quelque chose de profondément
optimiste pour un psychiatre de d'écrire Oui. de cette façon? Un psychiatre, ça doit être joyeux. Un psychiatre qui n'est pas joyeux, c'est un emmerdeur. C'est quelqu'un qui tue les autres. Un psychiatre doit rester joyeux, au moins juste à la fin quand il quitte la personne. Il ne faut pas qu'on nous quitte. On peut nous quitter en pleurant, par exemple, mais en sachant qu'on peut pleurer de joie. Par exemple, Plessner, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de cette question du lien entre la passivité et l'activité dans le rire et le pleurer. Ça a été cité aussi aujourd'hui. Bien, je crois qu'il y a dans cette capacité d'être joyeux la possibilité de porter encore un espoir. Alors, je voudrais relier ça à deux choses. D'abord, à quelque chose qui était plutôt désespérant à l'origine, c'est cette idée que tout se répète. J'ai eu des moments d'ennui dans ma vie de psychiatre profonds, mais j'ai eu des moments d'ennui dans mon enfance profonds. Et ces moments d'ennui profond s'enracinent très tôt et me questionnent en fait en permanence sur comment ne pas être en réaction à cet ennui agité, comment être simplement juste. Et cette question de cet ennui primordial, de la répétition, qui est porté par la reprise, justement, qui est porté par l'espoir, par l'aspiration, si on veut, qui est porté par l'élévation. C'est quelque chose qui nous sauve en permanence de la chute. Et je crois qu'il y a dans l'activité du psychiatre presque un devoir d'élever l'autre, de l'aider à s'élever, de l'aider à aspirer, de l'aider d'être porteur de son existence en tant que tu, donc en tant que je. En fait, c'est très bubérien. Et c'est ce à quoi j'aurais aimé revenir à un certain moment, c'est que je crois qu'il y a, particulièrement aujourd'hui, mais vraiment aujourd'hui, je veux dire, moi depuis octobre 23, je me questionne sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Où se situe l'être humain? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il n'y a pas une volonté de l'humain de se détruire en détruisant le génos, justement? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui était spécifique du génocide dans ce qui s'est passé le 7 octobre? Et dans ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a quelque chose qui est une répétition. Je veux dire, on n'a pas vu que ça s'était déjà passé. On n'a pas vu que ça s'était déjà passé aussi pour les Arméniens. On n'a pas vu que ça s'était passé pour des autres en permanence dans l'histoire. Et cette question-là, qui est première, qui est presque biblique, elle questionne la haine de l'humain pour la Genèse, bizarrement. C'est incompréhensible. Et cette incompréhensibilité, elle doit nous questionner en tant que psychiatre. Et en fait, en réponse à ça, on n'a que la capacité de porter encore de l'espoir. Alors l'espoir, il peut prendre diverses formes. Par exemple, chez Binswanger, il prend la forme de l'amour. Binswanger, en fait, il théorise. Heidegger, quand même, c'était un nazi. Pour dire les choses. Il y a des heideggeriens qui arrivent à travailler avec lui quand même. Oui, vous voulez dire que... Il faut parler comme Heidegger. Saint-Paulonard, je parle pas en disant que Heidegger est un nazi. Oui, mais avec toutes les conséquences que ça a sur la pensée de la langue. Par exemple, dans l'Allemagne de Heidegger, on ne disait plus téléphone. On traduisait avec des mots allemands. Et c'est quelque chose qui nous questionne sur la façon dont nous pouvons faire disparaître nos origines parce que nous en avons honte, parce que nous avons honte du trouble et de l'anomalie, la façon dont nous pouvons les faire disparaître dans le déni et le déni de la filiation. Et donc, il y a quelque chose qui questionne la phénoménologie tout entière et qui questionne dès l'origine, mais comme un moteur philosophique, je veux dire, c'est présent dès l'origine. C'est très très bien pensé par Derrida. C'est très bien pensé par le Derrida de la différence. Je veux dire, finalement, la phénoménologie,
ça pourrait se réduire à une pensée de la différence. Et donc une pensée aussi de la diversité. Et en fait, trouver comment il y a de l'espoir dans la diversité, parce que la référence à l'unité que nous faisons dans l'université, eh bien, ça tue. Ça tue la diversité, ça tue la possibilité de construire des différences. Et je crois que l'apport politique presque de la phénoménologie, il est là. C'est pas pour rien que la phénoménologie a inspiré Fanon, et c'est pas pour rien qu'elle a inspiré Basaglia, c'est pas pour rien qu'elle a inspiré Ronald Lang, justement, c'est pas pour rien qu'elle a inspiré tous ces constructeurs d'une psychiatrie différente. Et en même temps, malheureusement, il faut bien voir qu'elle a aussi construit le conformisme. Mais dans le même temps. cet aspect politique, chez Donna Haraway, on le voit apparaître. Oui. Dans ton livre, il y a l'espérance, ok, mais on dirait que l'aspect politique est en arrière-fond. Enfin, il n'est jamais assumé comme tel, on dirait. L'aspect politique, en fait, il est dans une micro-politique. C'est pas du tout assumé comme une prise de parti. C'est assumé comme un questionnement sur la norme. En fait, j'ai croisé un psychiatre qui s'appelait Michael Schwartz et qui théorisait aussi avec un ami philosophe qui était un élève de Dreyfus, un phénoménologue donc, qui s'appelait Wiggins. Et Wiggins et Schwartz avaient construit une anthropologie. Et cette anthropologie, elle est éminemment politique. Parce qu'en fait, c'est un questionnement sur la norme. Et donc, sur aussi bien l'autonomie que l'hypernomie, que la lutte pour la norme, l'agonomie, que l'hyponomie, le manque d'ordre et de normes. Eh bien, ça, c'est purement politique. Nous, je veux dire, on a connu, il y a une vingtaine d'années, le président de la Chambre disait du haut de son perchoir, soyez normaux, faites les courses. Ça a questionné personne. Ça a questionné personne. Ça voulait dire qu'on entrait dans une société, pour aller dans le sens de ton intervention tout à l'heure, on entrait dans une société hyper normative, où finalement, on était déjà dans une ère pré-fasciste, où, au fond, et avec un fascisme qui ne viendrait jamais non plus. C'est-à-dire, on est dans une société où la crise est sans fin, parce qu'elle n'est plus pensée. Et donc, la seule pensée politique possible, c'est de penser la crise, c'est de penser la sortie de la crise. C'est de penser la sortie de la crise par une reprise de la subjectivation, pas de la subjectivité. Le sujet, en fait, c'est une autre variation du 1, c'est une connerie manifeste. Il y a que le sujet des psychothérapeutes, de la psychothérapie institutionnelle, tel qu'il est affirmé, c'est une connerie. Ça n'existe pas. Le sujet, il est clignotant. Et donc, il faut penser à ce sujet clignotant à partir d'une construction différentielle et permanente à la fois du soi et du monde. Du soi comme une immense diversité de singularités et du monde comme une communauté. Et ça ne peut pas être pensé en théorie, en général, de façon unitaire, de façon tournée vers le 1. Ça ne peut être pensé que par des petites expériences, de la microéconomie, si tu préfères. Ce livre est donc une sorte de microéconomie. Et à la fin, et peut-être pour te laisser la parole à un texte, parce que je sais que tu as écrit un texte spécifiquement pour aujourd'hui, mais sur la postface, tu nous dis « Les mots s'unissent à l'espérance, dans la clinique tout particulièrement. Les chapitres peuvent bien ne pas se ressembler du tout, expression de la multitude, raconter différemment une même chose pour montrer par quelle voie on peut s'en approcher. Pour un livre comme pour le soi, il y a une enveloppe qui unit en un seul événement quelque peu circulaire son mode d'épanouissement et son centre, origine, point d'union légendaire entre le soi, le monde physique et le monde vécu. J'ai voulu parler du soi et de ses enveloppes, comment en parler en restant dans le tempo. Le soi a quelque chose de musical. Est-ce que tu veux Oui, je veux bien en parler un tout petit peu. Et après nous lire ton texte du coup? Lequel? Celui que tu as écrit Oui. pour... Non, je peux en parler, je n'ai pas besoin de le lire. D'accord, je peux en parler. On en parle comme ça pour... Voilà. Le Binswanger de l'amour, il parle de compagnons d'humanité. Et en fait, il s'agit, au fond, notre travail de psychiatre, c'est d'être des compagnons. Et ce compagnonnage
qui peut durer toute une vie. Je veux dire que ça peut durer toute une vie. Je veux dire qu'il soit à l'asile ou qu'il soit dehors, on s'en fout. L'important, c'est d'être le compagnon de l'humanité pour pouvoir extraire du sens et élever par une production de sens via des métaphores, donc via une poésie, via quelque chose qui est de l'ordre de la poésie, et via cette poésie qui porte des ponts, et produire des ponts. Et puis après, il se passe ce qui se passe. C'est pas la question, mais c'est de produire dans le présent, par le fait d'être là en présence, produire quelque chose. Et d'être là en présence à partir d'une question essentielle qui est celle de la production, de la différence et de la répétition. Et donc, par exemple, une question posée déjà par les Grecs, qui était celle de la poule et de l'œuf. Et je me souviens, c'est comme ça que commence mon texte. J'avais dédicacé mon mémoire pour devenir psychiatre, mon mémoire de DES, à Tatosian, et je lui avais donné. Évidemment, je lui avais écrit sur une petite dédicace où j'avais écrit à M. Tatosian et mon amitié, et j'espère que vous ne m'en voulez pas pour l'histoire de la poule et de l'œuf. Parce qu'il en parlait tout le temps, Tatosian, de la poule et de l'œuf. Et en fait, la poule et l'œuf, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a un échange de mots d'enfants écrits par Henri Wallon qui demande aux enfants où on trouve des œufs. Et ils répondent chez le marchand. Mais les œufs du marchand, où on les trouve? Chez les poules. Et les poules, où on les trouve? Là, il y a un mystère. Et ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui est toujours présent. Par exemple, pour la cohabitation des espèces. Dans nos campagnes, on trouve des œufs de dinosaures. Le premier œuf de poule, c'était peut-être un œuf de dinosaure, ou bien c'était un œuf de poule. Les mitochondries, qui portent notre ADN maternel, que l'on trouve dans le noyau, enfin pas dans le noyau de nos cellules, dans le cytoplasme, et qui sont peut-être des bactéries, et qui portent donc quelque chose d'autre, d'une très grande antériorité du traumatisme, si elles nous permettent de réagir par rapport au traumatisme et de repérer, par exemple dans le goût de l'ATP, quelque chose de sucré, il y a peut-être déjà quelque chose de l'a posteriori qui fait que l'amour se trouve dans la douceur. Et il y a quelque chose donc qui tourne à la fois en rond et qui se construit par sédimentation, qui porte donc la trace presque écrite dans la biologie. C'est pour ça que je suis très très proche de Donna Haraway. Dans la biologie, de notre interactivité avec d'autres espèces, mais aussi quelque chose qui n'est pas du tout idyllique. Le cas Elliot que je raconte, le cas du chien, c'est pas un chien gentil avec la personne, en fin de compte, il a mort. Mais il a mort pas pour rien. Mais en même temps, il a mort quand même, donc c'est conflictuel. Ça ne suppose pas un déni du conflit. L'amour n'est pas un déni du conflit. C'est plutôt quelque chose qui signifie que l'on va être porté vers l'alliance ou vers l'interactivité, l'interaction et une adaptation commune et une co-construction du monde. Et ça, c'est notre problème en psychiatrie en permanence. Notre monde repose sur des hypernomiques mélancoliques. Parce que nous sommes blancs, anglo-saxons, protestants, patriarcaux, etc. Et c'est comme ça que notre monde réussit. Le monde du self-made man dont tu parles, c'est le monde des hypernomiques. Mais des hypernomiques déviants. Et cette déviance de l'hypernomie, elle est partout. Il y a une hypernormalité qui torture partout. C'est ce qu'on ressent parfois même à l'hôpital. Donc ce que nous pouvons faire, c'est aider les gens à lutter pour ne pas être normaux. Et je pense que cet ouvrage, et effectivement, et cet entretien aussi, cette masterclass, va être assez anormal par rapport à la liste des masterclass qu'on a sur la chaîne du DU de philosophie de la psychiatrie. Mais en tout cas, on te remercie de rendre possible justement cette anormalité depuis ta position de professeur de psychiatrie. Et moi, je peux que te remercier aussi d'avoir soutenu, parce que moi, ce que j'ai ressenti en travaillant à tes côtés, c'est de me dire, ce sentiment d'anormalité, je pouvais le faire comme élément de moteur pour évoluer
dans l'institution université pour en faire peut-être une multiversité, si on reprend Ipsiton. Mais en tout cas, c'est un élément qui rend possible. Et donc, c'est un élément important de pouvoir avoir ces éléments de réflexivité et de possibilité grâce à des textes comme ça. Donc, merci beaucoup. Juste un mot pour pas que ce soit le dernier non plus, mais juste un mot pour remercier. Parce que moi, c'est d'avoir réussi à transmettre quelque chose de cette façon de se questionner à des élèves, qui était d'ailleurs la question de la 6e méditation cartésienne de Fink, c'est comment transmettre la méthode. Et en fait, pour pouvoir transmettre cette méthode, il faut transmettre la possibilité qu'il y ait au moins 3 égaux dans chacun de vous. Donc, on est 9 là, ou bien on est une centaine. Et c'est ça qui est porteur. Parce qu'il y a... Voilà. Merci beaucoup. Merci.